a envoyé un mail? Il n'ouvre pas son courrier, vous savez. Ok, donc il n'a pas écouté l'album. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. À la fin de sa vie, Françoise Hardy n'était plus seulement l'icône fragile de la vague yéyé. Elle était devenue une figure intemporelle, une silhouette fine, élégante, presque diaphane, qui portait dans sa voix toute la mélancolie de plusieurs générations. Ses cheveux blonds tombant en rideaux sur son visage, son regard un peu voilé, elle incarnait cette beauté mélancolique que la France et le monde entier n'ont jamais cessé d'admirer. Derrière cette allure discrète se cachait pourtant une femme de conviction, de doute, de passion profonde. Née en 1944, révélée à 18 ans avec tous les garçons et les filles, Françoise Hardy a très vite dépassé le simple statut de chanteuse pour devenir un symbole. Elle était cette adolescente solitaire qui donnait une voix aux âmes sensibles, au cœur timide, à toute une jeunesse en quête d'identité. Très tôt, elle s'est imposée comme une présence singulière dans la chanson française, ni exubérante ni tapageuse, mais profondément sincère. Elle fut muse des photographes égéries, des couturiers, objet de fascination des poètes et des rockers de l'époque. Mais si son image a traversé les décennies, c'est parce que sa musique ne cessait de s'enrichir. Elle n'a jamais été prisonnière de son premier succès. Elle a cherché, expérimenté, collaboré avec des auteurs, des compositeurs des esprits, aussi divers que Michel Berger, Serge Gainsbourg ou encore Leonard Cohen. Elle a su évoluer du yé-yé adolescent à la chanson sophistiquée, intime adulte. À travers ce parcours, Françoise Hardy n'a cessé d'admirer, d'écouter, de s'inspirer. Et lorsqu'elle évoquait ses dernières années avec cette voix basse presque chuchotée, elle laissait parfois transparaître ce qui l'avait guidée, l'admiration. Non pas une admiration naïve, mais un respect profond pour des artistes qui avaient marqué son chemin, qui avaient ouvert des portes, nourri ses rêves, affermi ses choix. À 80 ans, dans un entretien rare et précieux, Françoise Hardy révélait les 6 artistes qui avaient compté plus que tous les autres. C'est à travers ce prisme que nous allons plonger dans son univers, découvrir ceux qu'elle admirait, comprendre comment leur voix résonnait en elle et pourquoi, jusqu'à son dernier souffle, Françoise Hardy est restée avant tout une amoureuse de la musique et des artistes. Numéro 6, Bob Dylan. Lorsqu'on évoque les idoles de Françoise Hardy, un nom revient immanquablement, Bob Dylan. À première vue, rien ne rapprochait cette jeune fille française au visage angélique et ce poète américain à la voix rocailleuse, parfois jugée dissonante. Et pourtant, entre eux, une résonance secrète existait, faite de respect mutuel et d'une sensibilité artistique partagée. Dylan, dès le début des années 60, s'était imposé comme le troubadour moderne de l'Amérique. Ses textes, à la fois prophétiques et intimes, portaient les espoirs et les colères d'une génération. Hardy, elle venait d'offrir à la France une confession douce amère avec tous les garçons et les filles. 2 univers, 2 continents, mais une même quête, dire la vérité de leur époque à travers la musique. L'épisode qui scella ce lien reste gravé dans la mémoire de Hardy. En 1966, lors d'un concert de Dylan à l'Olympia, la chanteuse française était assise parmi le public. La légende raconte qu'après le spectacle, Dylan refusa de quitter la scène tant qu'il ne l'avait pas vue en coulisses. Hardy, intimidé, finit par se rendre dans sa loge. Là, dans cette atmosphère enfumée et électrique, Dylan, le regard brûlant, prit sa guitare et lui joua une chanson inédite. Un moment suspendu que Hardy décrira plus tard comme un instant d'éternité. Ce geste, loin d'être une simple coquetterie, révélait le respect que Dylan portait à cette jeune artiste française. Pour Hardy, ce fut une révélation, l'idée que l'on pouvait écrire des chansons comme on écrit des poèmes sans se limiter à des refrains légers. Dylan l'encourageait sans le savoir à chercher plus loin, à dépasser les frontières de la variété pour atteindre une vérité plus brute. Dans les interviews, Hardy confiait souvent son émotion face aux chansons de Dylan. Elle disait que certaines la touchaient jusqu'aux larmes, parce qu'elles résonnaient avec sa propre mélancolie. La distance culturelle n'avait aucune importance dans la sincérité des mots de Dylan. Elle retrouvait ses propres tourments, ses propres doutes. Dylan symbolisait aussi pour Hardy une liberté totale. Il changeait de style sans prévenir, passait de la guitare acoustique aux expérimentations électriques,
aux grandes dames de ses fans puristes. Cette audace, Hardy l'admirait profondément. Elle qui se disait souvent paralysée par la peur de décevoir, voyait en Dylan un modèle de courage artistique. Et il y avait aussi cette idée que Dylan incarnait un mystère. Sa voix, son allure, son silence, parfois construisaient une aura insaisissable. Hardy, elle-même considérée comme une énigme vivante dans le paysage français, se reconnaissait dans cette manière d'échapper aux étiquettes. Ainsi, Bob Dylan ne fut pas seulement un chanteur admiré par Françoise Hardy. Il fut une source d'inspiration, un miroir lointain, un frère spirituel d'outre-Atlantique. Leurs chemins ne se sont croisés que rarement, mais l'empreinte fut indélébile. Numéro 5. Serge Gainsbourg. Parmi les rencontres décisives de la carrière de Françoise Hardy, celle avec Serge Gainsbourg occupe une place singulière. Lui, l'homme aux provocations légendaires, au regard sombre et à la cigarette éternelle, était l'exact opposé de la discrète et réservée Françoise. Pourtant, de ce contraste naquit l'un des moments les plus marquants de sa trajectoire artistique. En 1968, Hardy interprète « Comment te dire adieu », chanson écrite par Gainsbourg et adaptée de l'anglais. Ce morceau, avec son texte élégant et ambigu, fit entrer la chanteuse dans une autre dimension. Fini l'image sage de la jeune fille, yéyé. Grâce à Gainsbourg, elle devient une femme affirmée mystérieuse, capable de jouer avec les mots et les doubles sens. La chanson, avec son refrain presque mathématique, « Comment te dire adieu, comment te dire adieu », fut un triomphe et marqua un tournant esthétique. Pour Hardy, Gainsbourg représentait plus qu'un simple parolier. Il incarnait l'audace, la capacité de bousculer les conventions sans jamais perdre le raffinement poétique. Son écriture mêlait jeu de mots, références littéraires et sensualité trouble. Hardy admirait cette liberté de ton qu'elle-même n'osait pas toujours s'accorder. Là où elle se retenait, lui osait. Là où elle craignait d'aller trop loin, lui franchissait les frontières. Leur collaboration ne fut pas régulière, mais elle laissa une empreinte durable. Hardy confia un jour que Gainsbourg avait transformé sa manière d'habiter une chanson. Avec lui, il ne s'agissait plus seulement de chanter une mélodie agréable, il fallait incarner un texte, donner à chaque mot un poids, une vibration, une intention. Cette leçon, elle l'a portée toute sa vie. Au-delà de la musique, Hardy éprouvait pour Gainsbourg une forme d'admiration mêlée de distance. Elle reconnaissait son génie, mais aussi ses zones d'ombre. Ses provocations publiques, ses scandales parfois la mettaient mal à l'aise. Mais jamais elle n'a remis en cause son talent. Pour elle, Gainsbourg était un artiste total, l'un de ceux qui redessinent le paysage musical d'un pays tout entier. Dans le miroir que lui tendait Gainsbourg, Françoise Hardy découvrit une autre facette d'elle-même moins fragile, plus énigmatique, capable de se réinventer. C'est grâce à lui que son image passa de la jeune fille mélancolique à l'icône adulte raffinée et intemporelle. Et peut-être que ce contraste entre eux, elle la pudeur incarnée et lui l'excès fait homme, explique pourquoi Hardy l'admira toujours. Car elle voyait en lui ce qu'elle n'aurait jamais osé être, mais qu'elle aurait secrètement rêvé d'approcher. Numéro 4, Jacques Dutronc. Parler de Françoise Hardy sans évoquer Jacques Dutronc serait impossible, car derrière la chanteuse discrète et mélancolique se cache une histoire d'amour hors norme, avec l'un des artistes les plus insolents et charismatiques de la scène française. Dutronc, avec ses lunettes noires, son sourire ironique et ses chansons provocatrices comme « Et moi, et moi, et moi » incarnait l'antithèse de Hardy. Là où elle se montrait timide et réservée, lui affichait un humour décapant, une désinvolture qui fascinait autant qu'elle irritait. Leur rencontre à la fin des années 60 ne ressemblait pas à une romance idéale de conte de fées. Pourtant, très vite, leurs destins se lièrent. Dutronc, déjà figure montante du rock français, apporta à Hardy une énergie différente. Ensemble, ils formèrent un couple singulier, à la fois admiré et scruté par la presse. Leur union ne fut jamais simple, marquée par des éclats, des silences, des séparations temporaires. Mais dans l'ombre de ces turbulences, une admiration profonde persistait. Hardy l'avouera dans plusieurs entretiens,
elle n'a jamais cessé de considérer Dutronc comme l'un des artistes les plus brillants de sa génération. Ses textes souvent écrits par Jacques Lanzmann regorgeaient de sarcasme et d'ironie, mais derrière cette façade se cachait une sensibilité à fleur de peau. Hardy, qui cherchait toujours l'authenticité, reconnaissait chez lui cette capacité à traduire la réalité avec un mélange de lucidité et de dérision. Leur relation eut aussi une influence directe sur la musique de Hardy. Être aux côtés d'un homme aussi libre et imprévisible l'incita à s'affirmer davantage dans ses choix artistiques. Dutronc représentait cette part de risque et de désordre qui lui manquait parfois. Là où Hardy craignait de déplaire Dutronc, fonçait sans se soucier des conséquences. Cette complémentarité fit d'eux un duo mythique, symbole de deux pôles contraires qui s'attirent et se complètent. Et malgré les blessures, malgré les distances, Hardy n'a jamais renié son admiration pour lui. Même lorsqu'ils vécurent séparés, même lorsque la vie de Dutronc prit d'autres chemins, elle continua à le décrire comme unique, irremplaçable. Il n'était pas seulement l'homme qu'elle avait aimé, mais l'artiste dont elle respectait profondément le talent. Jusqu'à ces dernières années, Françoise Hardy ne manquait pas une occasion de rappeler que Jacques Dutronc, avec ses chansons pleines de verve et de dérision, faisait partie de ces artistes qu'elle plaçait au sommet. Et dans ce mélange d'amour, de douleur et d'admiration transparaissait toute la complexité de leur lien, celui d'une femme qui voyait en son compagnon l'un des plus grands et qui, malgré tout, ne cessa jamais de l'admirer. Numéro 3, Michel Berger. S'il y eut un tournant décisif dans la carrière de Françoise Hardy, il porta un nom, Michel Berger. Cet auteur-compositeur au visage juvénile, à la voix douce et aux mélodies lumineuses fut bien plus qu'un collaborateur. Il fut l'un de ceux qui permirent à Hardy de franchir une nouvelle étape, de quitter l'étiquette de la chanteuse yéyé pour devenir une interprète adulte profonde, habitée. Leur rencontre au début des années 70 changea tout. Berger, encore jeune mais déjà reconnu pour son talent, lui proposa de travailler sur un projet ambitieux. De cette collaboration naquit l'album « Message personnel » en 1973. Le titre éponyme, écrit et composé par Berger, devint un classique instantané. Sa construction singulière entre récitation parlée et envolée lyrique offrait à Hardy une nouvelle dimension. Elle n'était plus seulement la jeune fille fragile qui chantait ses doutes adolescents, mais une femme qui osait livrer ses pensées intimes, ses blessures, ses désirs. Message personnel marqua un tournant non seulement dans la carrière de Hardy, mais aussi dans l'histoire de la chanson française. On y découvrait une artiste capable de profondeur, de théâtralité, d'intensité émotionnelle. Berger avait su percevoir en elle cette force cachée, cette capacité à porter des textes exigeants. Il lui donna un rôle à la mesure de son talent et elle le lui rendit avec une interprétation d'une intensité bouleversante. Hardy admirait chez Michel Berger cette combinaison rare, la pureté mélodique et la densité des mots. Ses chansons qu'il écrivait aussi pour France Gall ou pour lui-même étaient empreintes d'une sincérité désarmante. Elle parlait d'amour, de solitude, de rêve, mais toujours avec une clarté qui touchait l'âme. Pour Hardy, qui recherchait constamment la justesse dans l'expression de ses émotions, Berger représentait un modèle d'équilibre. Elle se souvenait aussi de sa générosité en studio. Berger, loin de l'image du compositeur autoritaire, savait écouter, guider, encourager. Hardy, souvent sujette au doute et à l'autocritique, trouvait en lui un allié précieux, quelqu'un qui lui donnait confiance. Leur collaboration n'était pas seulement technique, elle était humaine, presque fraternelle. Avec Michel Berger, Françoise Hardy franchit une frontière décisive. Elle passa de l'image d'une idole fragile à celle d'une grande interprète de la chanson française. Et c'est pour cela qu'elle le plaça si haut dans la liste des artistes qu'elle admirait le plus, car il lui avait offert plus qu'une chanson, il lui avait donné la possibilité de se révéler telle qu'elle était vraiment dans toute sa profondeur. Numéro 2, Édith Piaf. Avant même d'être une chanteuse connue, Françoise Hardy avait déjà une idole, Édith Piaf. La môme, avec sa voix déchirante et son destin hors du commun, représentait pour la jeune Françoise une école d'émotions à ciel ouvert. Dans l'appartement modeste où elle grandissait,
les disques de Piaf résonnaient comme des leçons de vie. Pour Hardy encore enfant, cette voix était un choc. Elle semblait contenir tout à la fois la douleur et l'espérance, la fragilité et la puissance. Piaf, c'était l'exemple absolu de l'artiste qui chante avec ses tripes, qui transforme chaque cicatrice en musique. Hardy, qui se percevait souvent comme timide effacé, trouva dans Piaf une source de courage. Elle comprit très tôt qu'une chanson ne valait que si elle portait la vérité de celui ou celle qui l'interprète. Une voix qui traverse l'âme, dira-t-elle plus tard à propos de Piaf. Il est frappant de constater que Hardy et Piaf incarnaient deux pôles opposés. Piaf flamboyante, excessive, brûlant sa vie à grande vitesse. Hardy, au contraire, réservé, presque effacé, cherchant la discrétion. Mais c'est peut-être précisément dans cette différence que naquit l'admiration. Hardy voyait en Piaf ce qu'elle ne pouvait pas être, une incarnation totale de la passion, une femme qui faisait de sa vie une œuvre dramatique. Même après avoir connu le succès, Hardy continua de se tourner vers Piaf comme vers une référence incontournable. Chaque fois qu'elle doutait, chaque fois qu'elle craignait que sa voix trop douce, trop fragile ne suffise pas, elle pensait à Piaf. Elle savait que l'essentiel n'était pas la puissance vocale, mais la sincérité. Piaf lui montrait que l'authenticité pouvait tout emporter. Hardy reprit parfois des chansons de Piaf en privé, non pas pour les enregistrer, mais pour se rappeler cette intensité. Dans l'ombre, elle fredonnait l'hymne à l'amour, ou la vie en rose, comme des prières laïques. Ces chansons faisaient partie de son ADN musical. L'influence de Piaf ne fut pas seulement artistique, elle fut aussi spirituelle. Hardy, qui avait une vision souvent mélancolique de l'existence, trouva dans le parcours tragique de Piaf une confirmation que la douleur pouvait se transformer en beauté. Piaf lui donnait la permission d'être vulnérable, de chanter la solitude, la perte latente. C'est donc sans surprise que lorsqu'on lui demanda quels artistes elle admirait le plus, Hardy plaça Piaf presque au sommet de la liste. Car au fond, derrière sa discrétion, elle partageait avec la môme une même conviction: une chanson n'a de valeur que si elle naît d'une vérité intime et qu'elle touche l'âme de ceux qui l'écoutent. Numéro 1, Leonard Cohen. Au sommet de la liste de Françoise Hardy se trouvait un artiste qui, plus que tout autre, incarnait son propre univers intérieur, Leonard Cohen. Le poète canadien, à la voix grave et veloutée, avait ce don rare de transformer la mélancolie en une forme d'enchantement. Pour Hardy, qui se reconnaissait dans cette sensibilité, Cohen était plus qu'un musicien, il était un frère d'âme. Leurs chemins se croisèrent dans les années 70, dans un contexte presque intime. Cohen, déjà admiré pour ses textes à la fois mystiques et charnels, s'était intéressé à la chanteuse française dont il percevait la fragilité et l'élégance. Dans les coulisses, loin du tumulte des projecteurs, il lui arriva de lui chanter quelques vers comme pour lui offrir une confidence. Hardy, ému, n'oublia jamais ces instants suspendus où la musique semblait n'être qu'un langage secret entre deux êtres. Cohen représentait pour elle ce qu'elle cherchait depuis toujours, l'alliance de la poésie et de la musique. Ces chansons, qu'il s'agisse de Suzanne, Bird on the Wire ou plus tard Hallelujah, portaient en elle une profondeur existentielle qui dépassait la simple mélodie. Chaque mot était choisi avec soin, chaque note semblait posée comme une pierre précieuse dans un écrin de silence. Hardy admirait cette rigueur, cette intensité, cette capacité à dire l'essentiel sans jamais sombrer dans l'artifice. Elle se reconnaissait aussi dans la mélancolie de Cohen. Tous deux partageaient une vision lucide, parfois sombre de l'existence. Mais là où d'autres voyaient une forme de désespoir, eux y trouvaient une beauté secrète. Hardy disait souvent que la tristesse, lorsqu'elle était transfigurée par l'art, devenait une source de consolation. C'est exactement ce qu'elle retrouvait chez Cohen, la preuve que la douleur pouvait se muer en lumière. Au fil des ans, Hardy ne cessa de rappeler son admiration pour le poète canadien. Elle parlait de lui comme d'un guide, un artiste qui lui avait montré que l'on pouvait rester fidèle à soi-même tout en touchant l'universel. L'intimité de ses textes lui donnait l'impression d'un dialogue permanent, comme si Cohen écrivait pour elle ou avec elle.
À la fin de sa vie, lorsqu'elle évoquait les artistes qui avaient le plus compté, Hardy plaça Leonard Cohen au premier rang, parce qu'il incarnait cette alchimie rare entre la fragilité et la force, entre la lucidité et la tendresse. Parce qu'il était à ses yeux la démonstration que l'art n'est pas une fuite devant la souffrance, mais une manière de l'habiter pleinement. Ainsi, dans ce miroir tendu par Cohen, Françoise Hardy retrouvait son propre reflet. Et c'est peut-être pour cela qu'elle l'admira plus que tout autre, parce qu'il lui montrait que sa voix douce, ses doutes, ses silences même, avaient une place dans le grand champ du monde. À la fin de son parcours, Françoise Hardy n'était plus seulement l'icône de ses débuts, mais une mémoire vivante de la chanson française. Fragile et lumineuse à la fois, elle avait su tout au long de sa vie s'entourer de figures qui l'inspiraient, qui l'élevaient. Dylan Gainsbourg, Dutronc, Berger, Piaf-Cohen. Ces six noms ne sont pas seulement une liste d'admiration, ils sont le reflet d'un itinéraire intérieur, la cartographie intime d'une femme qui cherchait sans cesse à comprendre, à ressentir, à transmettre. Dans ces derniers instants, Hardy laissait transparaître une vérité simple, on n'existe pas seul. Les artistes que l'on admire deviennent des compagnons de route, des phares, dans la nuit des voix qui résonnent en nous. Pour Hardy, chacun de ces 6 artistes fut une lumière, une source d'élan, une part de son propre souffle. Et c'est ainsi que se dessine son héritage, celui d'une femme qui, en admirant les autres, a su elle-même devenir une source d'admiration. Son chant fragile mais sincère continue de traverser les décennies. Il rappelle que l'art est un dialogue infini, une chaîne invisible où chaque génération inspire la suivante. Aujourd'hui, se souvenir de Françoise Hardy, c'est se souvenir de cette flamme douce mais tenace. Une flamme allumée par l'admiration, transmise par la sincérité et qui brille encore dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Alors si vous aussi vous avez été touché par cette histoire, partagez vos propres admirations en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires cachées des icônes françaises.